Je suis ravi de vous retrouver et particulièrement de vous voir. Bruno Le Roux, vous êtes un homme franc. On va pouvoir parler franchement de ce qui se passe. D'abord, est-ce que vous avez le sentiment, pour reprendre une expression footballistique, qu'on est en train doucement mais sûrement, je fais écho à la chronique de Guillaume Tabar sur Radio Classique et des unes des hebdomadaires qui vont tomber ce week-end, on est en train d'assister à une sorte de on refait le match, comme disait Eugène Sacomano, c'est-à-dire Sarkozy-Hollande. Après le voyage en Afrique du Sud, c'est déjà totalement programmé dans les tuyaux. Et c'est pas l'impression que me donne l'opposition aujourd'hui. Et j'allais dire, moi, ça ne me poserait aucun problème. Que la droite choisisse son candidat, je pense que ça ne sera pas cela l'important. L'important, ce sera de savoir si nous avons réussi ou pas. Et si nous avons réussi, je crois qu'ils pourront nous opposer n'importe quel candidat. Alors, il y aura des raisons de refaire confiance à François Hollande. Mais comme observateur politique, est-ce que vous considérez ce matin, puisque nous sommes ensemble, que c'est plutôt Nicolas Sarkozy qui a toutes les chances d'être le candidat, ou est-ce que vous, finalement, vous dites ça m'est totalement indifférent? Mais non, d'abord, ça ne m'est pas indifférent. Je regarde bien entendu ce qui se passe. Mais je vois que Nicolas Sarkozy essaye de trouver un chemin qui n'est pas le chemin privilégié aujourd'hui par tous les autres candidats. Parce que la vérité, c'est qu'il y a aujourd'hui beaucoup de candidats qui ont un point commun à l'UMP. Aucun d'entre eux ne veut le retour de Nicolas Sarkozy. Aucun d'entre eux ne veut le retour de Nicolas Sarkozy. Et bien sûr, et donc il essaye de trouver des éléments qui contournent son propre camp, qui contournent les personnalités, qui contournent... Mais vous savez, là-dessus, le jugement des Français, je crois qu'on ne peut pas leur poser de questions quand le moment n'est pas venu. Le moment n'est pas venu de désigner aujourd'hui le candidat. Donc, tout le monde réfléchit à ça parce qu'il y a eu cette photo en Afrique du Sud, une invitation républicaine, mais vous avez de la mémoire, et moi aussi. Oui, souvenez-vous, la une de Paris Match, oui, mais on les voyait tous les deux la main dans la main, vous il y a maintenant quelques années. Vous accordez trop de pouvoir sur ce point-là au président de la République aujourd'hui à choisir celui qui s'opposera à lui. Ce n'est pas François Hollande qui choisit. Il a invité Nicolas Sarkozy. C'était un geste républicain dont je me félicite, mais ce n'est pas un choix d'opposant qu'il a fait à ce moment-là. Ce voyage en Centrafrique, au fond, il faut parler clairement, encore une fois, tout le monde considère que l'intervention de la France était nécessaire pour des raisons qui sont des raisons humanitaires et d'éviter un carnage. Donc là, tout le monde est d'accord, l'opposition, la majorité, les journalistes, la presse, l'opinion. À l'Assemblée nationale. Donc, ça, c'est une chose. Sauf qu'il y a des risques énormes. La preuve, l'arrivée de François Hollande dans un contexte qui est explosif, la mort de 2 soldats français. Et dans le groupe socialiste, alors vous allez me dire si c'est vrai ou pas, il semble qu'il y a quand même beaucoup de gens qui se demandent si cette présence du président, et non pas des troupes françaises, à Bangui était vraiment nécessaire. Il a voulu, d'abord, son avion passait au-dessus de la Centrafrique pour rentrer d'Afrique du Sud. Ce n'est pas un déplacement qui a été fait. Des soldats français venaient d'être en position de combat, et dans un combat particulièrement difficile, parce que ce que l'on leur demande, c'est d'aller désarmer, 22 ans, désarmer des gens, mais bien entendu. Et nous leur avons rendu hommage hier, et c'est quelque chose de dramatique, la façon dont cela s'est passé. Cette colonne de 30 Français qui a été attaquée, ces 2 soldats qui ont été tués. Et donc, le président de la République était dans son rôle à être aux côtés des soldats pour les conforter dans leur mission. C'est une mission qu'ils font au nom de l'ONU, c'est la France qui s'engage. Nous recherchons d'ailleurs des soutiens pouvant être avec nous au sol, des soutiens logistiques. Nous avons bien entendu tous les soutiens politiques. Nous sommes aux côtés des armées africaines officiellement, qui sont déjà sur le terrain. Tout à l'heure, je citais au début de l'entretien Guillaume Tabar sur Radio Classique. Je pourrais vous citer Véronique Jacquier sur RMC qui disait ce matin, tôt dans son éditorial, oui, mais officiellement, tout le monde est d'accord, mais au groupe socialiste, chez le camarade Le Roux, il y en a quand même un certain nombre qui commencent à s'inquiéter. Alors là, je ne sais pas du tout, parce qu'il y a eu une réunion hier matin où il n'y a pas eu une seule expression. Alors c'est vrai que nous sommes 292. Il y a toujours une diversité sur 292. Mais enfin, personne n'a mis en cause ni l'intervention, ni la nécessité d'aller vite, ni le fait que, une fois de plus, c'est tout l'honneur de la France de dire « mais puisqu'il faut y aller, nous y allons ». Nous y allons et nous n'attendons pas le massacre supplémentaire, la journée de massacre supplémentaire. Vous savez, il y a plein de situations. Des situations où quand on voit les choses à côté de soi, on se cache les yeux pour ne pas réagir. Mais Bruno Le Roux, vous-même décrivez la situation, on est d'accord, la presse ce matin, explosive, poudrière. Oui. Donc le fait de se montrer dans une poudrière peut être totalement contre-productif si ça se passe mal. Non, il s'en prend aussi au président sortant. Il s'en prend. Il a dit que ce président sortant n'était pas issu d'un processus démocratique, ce qui est d'ailleurs aujourd'hui acté par la communauté internationale, puisque ce qui se passe aujourd'hui doit donner lieu à un nouveau processus démocratique sur lequel ne pourront pas être candidats. Du pays, il y a eu 6-7 présidents, aucun n'a été élu démocratiquement. Mais c'est d'ailleurs la triste histoire de la Centrafrique, qui a connu des coups d'État répétitifs, qui a connu un certain nombre d'exactions sur sa population, qui connaît des pillages de ses ressources naturelles. Et donc, c'est à cela qu'il convient aujourd'hui de mettre fin. Et c'était d'ailleurs... Donc, il a eu raison d'y aller. Mais bien entendu, il était obligé d'y aller. Oui.
On ne peut pas, d'un côté, célébrer Nelson Mandela comme l'homme universel, celui qui représentait quelque chose pour le monde, et se voiler la face quand on est français aujourd'hui. Je continue à penser, je pense, tout comme tous les Français hier représentés par leurs députés dans l'hémicycle, que nous avons un rôle particulier aujourd'hui. Et donc à assumer le contre-coup si ça se passe mal. Mais bien entendu. Et j'ai regretté hier, dans mon intervention à la tribune, cette forme d'égoïsme international qui fait qu'aujourd'hui, on sait constater, on sait mettre des mots sur les massacres, et en même temps, on attend toujours que ce soit l'autre qui fasse les choses. Eh bien, la France, elle n'attend pas que ce soit l'autre. Quand on lui dit qu'il y a une possibilité d'intervenir, quand on lui donne le mandat international pour intervenir, elle intervient, et elle essaye de bâtir la coalition la plus large possible. Je pense que dans les prochains jours, nous serons rejoints par un certain nombre d'acteurs, qui le feront peut-être avec un temps de retard. Vous savez, le ministre hier matin, dans le rendez-vous que nous avons eu à Matignon, le ministre de la Défense nous a dit qu'il était dans des contacts avec nos alliés, d'abord pour nous soutenir de façon logistique, mais aussi pour aller plus loin. On a parlé de logistique et d'aide financière des Américains, des Belges, des Anglais. Mais je souhaite que mais quel autre soldat aller plus loin. Eh bien, écoutez, les discussions se font aujourd'hui. Vous nous dites officiellement ce matin qu'il vous a dit, Le Drian, que d'autres soldats européens allaient venir. Bien entendu. Il nous a dit qu'il était en discussion pour que nous puissions être soutenus par d'autres forces armées. Et je me félicite qu'il y ait aujourd'hui, à l'initiative de la France, tous ces contacts. Mais comment peut-on être professeur de civilité, professeur de démocratie, et en même temps dire la France-Afrique, c'est terminé? Non, mais c'est pas professeur. On n'est pas professeur quand on va éviter les massacres. Quand il y a des gens qui se font aujourd'hui parce qu'ils sont musulmans ici, chrétiens là. Mais d'accord, mais le rétablissement de l'ordre, ok. Tout le monde a été d'accord. Maintenant, il y a un problème de rétablissement politique. Quand nous réunissons à Paris 53 chefs d'État africains la semaine dernière pour faire en sorte qu'ils puissent intervenir et qu'ils puissent bâtir les forces qui leur permettront d'assurer leur propre sécurité sur le territoire, ce n'est pas ni être professeur, c'est soutenir la démocratie partout où elle peut s'installer, c'est soutenir la lutte contre le terrorisme quand il s'installe dans les zones qui deviennent des zones de non-droit aujourd'hui en Afrique. Et c'est en même temps préserver ces pays, les populations, mais préserver aussi le monde. Mais vous connaissez les arguments politiques, puisqu'on est dans une situation politique française, et tous les deux ce matin, nous nous exprimons en France. On a beaucoup reproché à François Hollande de faire des réformes sociétales pour cacher une certaine forme, c'est pas moi qui le dis, d'incurie économique. Et maintenant, on est passé du sociétal à l'international, et l'incurie économique, elle continue. Mais tout ça, monsieur Dion, c'est parce que la politique, elle est globale. Et qu'on voudrait toujours... Donc il est en train de rechercher à Bangui ce qu'il n'obtient pas à Paris. Mais bien sûr que non. La politique, quand on est un chef d'État, c'est en même temps d'agir sur le front du chômage. Il y aura encore un rendez-vous à la fin de l'année, dans quelques jours, sur l'inversion de la courbe du chômage. Mais c'est en même temps de réformer pour la vie concrète des Français. C'est le projet de loi consommation dont nous discutons aujourd'hui, avec des choses très concrètes, comme des remboursements de lunettes, des choses qui concernent tous les Français. C'est les sujets de société que nous avons eus. Mais c'est aussi l'action internationale. Et de ce point de vue-là, la France a retrouvé son rang. La France est aujourd'hui capable de parler au monde. La France est aujourd'hui capable d'assumer ses responsabilités. Est-ce que vous nous diriez solennellement ce matin, comme l'évoquait Cambadélis il y a maintenant 15 jours, que la présidence normale s'est terminée? Mais n'ayez pas peur des mots. Mais moi, je n'ai pas peur des mots, mais dans le même temps, cette présidence, elle est tellement différente de celle qu'il y a eu auparavant. Mais d'accord, vous n'allez pas revenir sur Sarkozy mais normal... Une sorte de réflexe, changer de logiciel. Mais le normal, il était par rapport à cela. Le normal, il était par rapport à cette présidence anormale. Oui, alors donc, et donc, de ce point de vue-là, oui, nous sommes revenus dans une présidence qui est normale. Un président de la République qui assume normalement ses responsabilités. Oui, mais la présidence normale du petit bourgeois arrivant à l'Élysée est une présidence qui, maintenant, depuis l'affaire Leonarda, est pliée. Mais nous avons un vrai président. C'était un slogan publicitaire. Mais non, c'était pas un slogan publicitaire. Mais il est terminé. Tout le monde a constaté qu'il y avait aujourd'hui une façon de faire du président de la République qui était différente de celle de son prédécesseur. Et pourquoi il n'y a pas été plus discrètement, souvenez-vous, Mitterrand à Sarajevo. Il n'était pas allé là-bas avec sa compagne, son épouse, les médias, etc. Est-ce que le chef des armées doit se déplacer? Alors, je sais bien que c'est sur un voyage de retour. Vous avez tout dit. Non, mais d'accord, mais bon, tout est important dans la politique. Mais bien entendu, tout est important. Et il était important de s'arrêter. Moi, j'imagine aujourd'hui les commentaires... Non, mais j'ai pas dit ça. Discrètement. Oui, mais discrètement, il a simplement dit qu'il passerait à Bangui voir les soldats français. Et j'imagine les commentaires qui auraient été les vôtres si aujourd'hui vous aviez fait votre annonce sur le président de la République qui, revenant des obsèques de Mandela, est passé au-dessus de la Centrafrique sans s'arrêter. J'imagine les commentaires qui auraient été les vôtres sur cet avion qui passait au-dessus des soldats. Il pouvait réclamer la discrétion. Mais ça a été discret. Mais en même temps, quand le président de la République va soutenir les soldats, il le fait aussi face à l'opinion publique pour dire que ce combat est juste et que ces soldats
font quelque chose de difficile. Alors, une question, parce que vous parlez des réformes de société. Alors là, c'est une chose, moi, qui m'exaspère profondément, c'est l'histoire de la grève à la SNCF ce soir. Guillaume Pépi fait beaucoup de choses pour que les difficultés soient limitées. Mais quel est ce pays où les syndicats, alors que c'est voté, ça, c'est un projet de loi, c'est une réforme voulue par les Français, il y a des dettes énormes, où il n'y aura pas tellement de perturbations, on l'annonce à l'avance, mais les syndicats font grève comme une sorte de réflexe. Et moi, je me garderai bien le droit de grève. Non, mais enfin, c'est quand même un problème majeur. Non, c'est pas un problème. Personne ne sait pourquoi ils font grève. Ils sont contre le fait qu'on essaye d'améliorer la situation de la SNCF. Eux le savent, il y a un projet de loi sur le ferroviaire, ils font grève. Et ils font grève pour des choses qui ne me semblent pas justes. C'est-à-dire que cette réforme va renforcer demain, tout en exposant la France, tout en faisant que la France remplisse ses obligations. Mais bien entendu. Alors pourquoi ils font grève contre vous? Pourquoi ils font grève contre des réformes que tout le monde veut? Mais il n'y a pas un moment, il faut taper sur la table. Je veux dire, moi, je suis le dernier des poujadistes, mais il n'y a pas un moment, il faut leur dire, les garçons, il faut s'arrêter plutôt que de tolérer une grève qui ne sert à rien, qui, pardonnez-moi l'expression, emmerde tout le monde, et en plus n'est même pas justifiée sur le plan économique. Mais attendez, la justification d'une grève, vous pouvez, vous, y porter un avis, ce n'est pas à moi de le faire. C'est une des rares fois de ma vie. Oui, mais mon rôle, moi, c'est d'apporter à ces salariés des réponses et de leur dire qu'il n'y a pas de raison de faire grève, ce que je leur dis aujourd'hui. La réforme du ferroviaire qui est prévue va renforcer aujourd'hui des structures qui étaient des structures qui allaient mal en travaillant séparément. Et c'est un grand sujet, et c'est un sujet auquel nous sommes obligés d'ailleurs d'avancer. Oui. Donc je pense que cette grève n'est pas une bonne grève. Oui, vous le dites. Oui, je pense qu'elle n'est pas une bonne grève, qu'elle n'est pas une grève juste. Et en même temps, je me félicite que M. Pépi, une fois de plus, avec une grande finesse, fasse en sorte que les usagers en aient le moins de conséquences possible. Il est 8h27 et 30 secondes. Vous êtes sur l'antenne de Radio Classique et de LCI. Merci Bruno Leroux d'être venu nous voir ce matin. Merci. Avec beaucoup de plaisir. Passez la meilleure journée possible. Bientôt les vacances.